Il est 7h44, c'est le petit déjeuner politique ce matin de Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire et coprésident du groupe EDS Écologie, Démocratie et Démocratie. Ah bah décidément, mais c'est la troisième fois que vous le dites. Oui, bon. c'est ça. Bonjour Mathieu. Bon, mais elle se remet difficilement de son anniversaire hier. La soirée a été compliquée, c'est ce qu'on a compris. Oui, absolument. Tristesse absolue. Bonjour quand même Mathieu Orphelin. Bonjour à vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'appel à la grève aujourd'hui en pleine crise économique? C'est justifié ou pas? La grève, c'est un des moyens d'expression, évidemment, des syndicats. J'ai lu les revendications des différents syndicats, en particulier de la CGT. Je crois qu'il y a des sujets d'inquiétude qui pourraient être décalés, par exemple, sur la réforme de l'assurance chômage. C'est des points sur lesquels il y a beaucoup d'inquiétudes. Et le gouvernement pourrait, sur des sujets comme ça, décaler ou voire annuler cette réforme-là. Et je crois que ça permettrait aussi peut-être d'apaiser le débat. Mais j'ai noté aussi beaucoup dans leurs revendications qu'il y a cette question des aides aux grandes entreprises sans contrepartie, qui est un vrai sujet sur lequel il va falloir que le gouvernement avance beaucoup plus. On le voit aujourd'hui, hier, l'usine de pneus à Béthune est. On a vu aussi l'évaluation du CICE, du crédit impôt compétitivité emploi qui avait été mis en place, des dizaines de milliards d'euros dépensés sans qu'il y ait beaucoup d'emplois créés derrière. Eh bien oui, ces revendications de beaucoup de syndicats sur le fait qu'il faut des contreparties aux aides aux grandes entreprises, parce qu'il faut préserver l'emploi à tout prix, et il faut absolument que les entreprises s'engagent, notamment celles qui reçoivent des soutiens importants de l'État. Ça me paraît des revendications tout à fait légitimes, et on les portera à l'Assemblée nationale. Oui. Alors on parle de trahison. Vous avez évoqué Bridgestone, le fabricant de pneus japonais, aujourd'hui, malgré le nom, mais il y a eu beaucoup de rachats, qui annonce la fermeture l'an prochain, donc de son usine, 800 personnes sur le carreau. Le gouvernement dénonce une trahison. Quel est votre sentiment? Une trahison parce qu'il y avait eu un engagement pour rester plus longtemps. Mais quand on est un grand groupe étranger, financé par des fonds, finalement, peu importe, non, les promesses. De toute façon, c'est ça. C'est pour ça que nous, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, depuis des mois, dans les projets de loi de finances qui ont suivi cette crise, nous nous battons pour qu'effectivement, il y ait des contreparties fermes demandées aux entreprises. Sinon, on ne s'en sortira pas. Sinon, effectivement, il n'y aura aucun contrôle de ces milliards d'argent public injectés dans les entreprises et qui entreprises étrangères là en plus. Étrangères, oui, mais qui peuvent en profiter effectivement pour remonter leurs bénéfices, pour rétribuer les actionnaires, pour investir éventuellement ailleurs et pas chez nous. Et je vois, il y a un vrai sujet. Et en plus sur les pneus. Il y a le problème, comme sur beaucoup d'autres secteurs économiques, est beaucoup plus global. Ce qu'il faut, c'est comment on assure la transition écologique de notre modèle. Quel est le problème de l'industrie des pneus aujourd'hui? C'est qu'il y a des pneus chinois de mauvaise qualité qui arrivent et qui mettent à mal la fabrication de pneus, y compris de pneus de rechappés, donc de pneus de quels on favorise la réutilisation. Et tant que les pneus chinois arriveront beaucoup moins chers et qu'il n'y aura pas assez de volonté politique pour pousser la transformation écologique de ces secteurs-là. Donc ça veut dire que relocalisation alors derrière d'activité. Relocalisation et surtout déploiement beaucoup plus fort qu'aujourd'hui de la transition écologique. Ou pas alors Mathieu Orphelin? Contre cette mondialisation actuelle, débridée, oui, où c'est toujours la recherche du plus bas prix, quoi qu'il arrive. Cet exemple des pneus est très clair. Pourquoi les industries en Europe et notamment en France ont des difficultés? Parce que les pneus chinois de mauvaise qualité arrivent et sont beaucoup moins chers que c'est ceux-là qui sont choisis. Donc il ne s'agit pas simplement pour le gouvernement de condamner quand il arrive quelque chose. Et moi je dis à la ministre en charge de l'industrie, etc. Mais pour limiter que des cas comme ça se reproduisent dans les prochaines semaines et dans les prochains mois au maximum, il faut absolument une vraie éco-conditionnalité des aides que vous donnez aux entreprises-là. 20 milliards de baisse d'impôts qui va profiter à ces groupes-là, en priorité aux grandes entreprises. Une charte, comme Bruno Le Maire annonce ce matin dans les Échos, ça ne suffira pas. Si ce sont des entreprises plutôt françaises ou européennes et qui resteront sur le territoire, là il y a moins de danger quand même, non ? Je crois qu'il faut prendre des précautions. Quand on investit, quand on accepte 20 milliards de pertes de recettes en 2 ans pour l'État sur des impôts de production qui vont bénéficier en montant d'abord aux très grandes entreprises, quand on a des régimes fiscaux aussi favorables à ces entreprises-là aujourd'hui, qui payent beaucoup moins d'impôts
que nos petites entreprises. Non, moi je pense qu'il faut des exigences très claires sur l'emploi, sur l'environnement, sur le social, sur la lutte contre l'évasion fiscale. Bon, Mathieu Orphelin, vous êtes écologiste. Est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un Amish? Parce que, à en croire Emmanuel Macron, les opposants à la 5G, donc les écolos qui sont visés, voudraient vivre comme les gens de la communauté Amish avec une lampe à huile. Je pourrais vous répondre avec humour, mais en fait cette phrase-là ne me fait pas beaucoup rire. Parce qu'on est face à de tels défis sur la biodiversité, sur le climat. On doit tellement faire plus aujourd'hui, tous ensemble, et se rassembler autour de cette transition écologique qui en plus va avoir des incidences positives dans notre vie, parce que c'est aussi un moyen de vivre mieux, moins de pollution, moins de dépendance à la voiture, plus de consommation locale, etc. Et je trouve que ça mérite beaucoup mieux que ces caricatures permanentes. Et là, Amish, oui, c'est un terme qui a été très mal compris, j'ai trouvé très malheureux. J'ai discuté avec beaucoup de citoyens, d'acteurs engagés dans l'écologie depuis des années ou plus récemment. Tout le monde est un peu choqué par ce terme-là. Oui, mais il y en a aussi qui sont choqués parce que les écolos sont contre le progrès technologique. Si l'on en croit le chef de l'État, Emmanuel Macron dit bon, les écolos, ils bloquent tout, quoi, finalement, en ce moment. Moi, je pense qu'on peut avoir des questions sur la 5G, c'est clair. Notre groupe à l'Assemblée nationale, nous avons fait des propositions d'ailleurs pour, pourquoi pas, une grande loi de l'orientation sur tous ces sujets-là et sur la sobriété numérique. On a le droit de se poser des questions sur la 5G sans être caricaturé en technophobe. C'est quand même assez dingue. Oui, mais il y a l'attribution des fréquences là, dans 10 jours. Alors, il faudrait un moratoire, attendre ? Une pause, un moment d'intelligence collective, bien sûr que ce serait plus intelligent que le débat actuel, où il faut forcément se positionner pour la technologie qui nous sauvera dans tous les cas, ou dans les technophobes. Attendez, le débat politique, le débat démocratique, ça mérite plus de... Alors, est-ce qu'il y a un débat démocratique, justement, autour de la 5G, Est-ce que vous, avec votre groupe, Écologie, Démocratie, Solidarité, vous allez demander... Oui, nous avons demandé, exactement, nous avons demandé à ce qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale autour de cette question-là, qu'il y ait des conditions qui soient mises avant le déploiement des fréquences, et qu'il y ait un vrai débat, et que les uns et les autres puissent se positionner, améliorer, imaginer le monde dans lequel la 5G se déploiera. C'est pas pour ça que j'ai l'impression qu'on est technophobe. Donc oui, le temps du débat, c'est jamais un temps perdu et notamment dans notre pays. Donc tout ce qui caricature, tout ce qui ferme le débat, je trouve que ça ne sert pas l'apaisement de notre société. L'apaisement. Alors, est-ce que les écolos qui ont, pour certains, une vision dogmatique et sectaire, justement, eux, ne sont pas en train de créer aussi des clivages, des divisions chez les Français, alors que vous parlez justement d'apaisement ? Je pense aussi aux maires écolos, là, avec des décisions quand même radicales. Non, mais il y a eu et des annonces, en tout cas. Il y a eu des maladresses de communication. Si on prend le cas de Bordeaux, il y a la polémique qui s'est embrasée immédiatement autour du sapin. Mais derrière, le maire de Bordeaux, ce jour-là, qui va être un grand maire de Bordeaux, il a plus de 20 mesures très concrètes pour changer la vie des gens. Et la polémique, ça écrase malheureusement toutes les autres belles mesures qu'il a mises sur la table ce jour-là. Les quartiers prioritaire de la ville dans lequel il veut déployer les territoires zéro chômeur de longue durée. Texte de loi qu'on a voté hier soir à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une mesure qui va changer la vie des quartiers à Bordeaux. Le déploiement des mobilités alternatives à la voiture, ça aussi, il a des très belles mesures. Donc voilà, je crois qu'il y a une maladresse de communication parce que tout le monde s'est emparé de ça pour faire effectivement de la polémique. Mais c'est pas l'écologie qui cherche à cliver. Au contraire, l'écologie, elle cherche aujourd'hui à rassembler. C'est ceux qui sont contre l'écologie ou qui voient d'un mauvais œil la montée de cette préoccupation écologiste dans la société qui essayent de cliver. Quand j'entends certains ministres nous dire « Ah, regardez, l'écologie, ce sont les malheureux qui veulent être décroissants, qui veulent faire que vous viviez moins bien demain. » Mais au secours, l'écologie, c'est le contraire de ça. Pas pour certains. J'ai du mal à entendre certains ministres. Il y a des tribunes, certains qui veulent une décroissance quand même. Trouvez-moi des maires écologistes qui veulent la décroissance. Non, qui veulent une certaine sobriété. On a besoin de cette sobriété qui peut être heureuse. Consommer un peu moins pour consommer mieux. Vous voyez, tout ça, c'est cette sobriété. Consommer moins, quelque part... C'est pas la décroissance. C'est pas la décroissance. Dans une société qui est basée sur la consommation. Non, il faut une croissance choisie, une croissance durable. Il y a des choses qui doivent décroître, d'autres qui doivent croître. Mais si vous voulez, quand j'entends des ministres faire des leçons d'écologie en disant « nous, c'est la bonne écologie, eux, c'est l'écologie triste »,
franchement, avec le bilan que certains ont sur l'écologie, faudrait pas trop qu'il la ramène aujourd'hui. Bon, Mathieu Orphelin, vous étiez derrière Emmanuel Macron, vous avez créé en fait un groupe. Aujourd'hui, vous êtes où alors ? Moi, ça fait 25 ans que je défends l'écologie et la solidarité. Et moi, c'est vraiment ce cap-là. Donc pour 2022 alors ? Pour 2022, je vais être de ceux qui participent à construire une alternative écologiste et solidaire, une équipe de France de l'écologie et de la solidarité. Y compris avec la gauche ou pas alors ? Bien sûr, bien sûr. Ouais, la gauche, pour qui l'écologie à gauche compte beaucoup, et bien sûr les partis représentants écologistes. Dans cette équipe de France-là, évidemment, qu'il y a des gens comme Anne Hidalgo, oui, c'est ça. Anne Hidalgo, Éric Piolle, Yannick Jadot, Delphine Batteau. Je veux bien en faire partie avec plaisir. Vous voyez, avoir Mathieu Orphelin, donc vous estimez que les écologistes pourraient se ranger derrière Anne Hidalgo pour 2022 pour essayer de l'emporter ? Je pense qu'il faut arrêter avec cette question de les uns se rangent derrière les autres. Est-ce qu'on veut faire équipe aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut travailler ensemble ? Oui, mais après, c'est l'incarnation de quelqu'un. Les divisions. Attendez. Chez les écologistes, il y a eu en permanence des divisions, donc depuis des années. Vous avez raison. Et vous pouvez comprendre que, y compris à la lumière de cet historique-là, moi j'ai envie de me positionner pour être le trait d'union entre ces gens-là, pour aider les uns et les autres à travailler ensemble, pour pas qu'il y ait ces divisions et ces petites courses d'écurie, ces courses à l'ego qui ne servent jamais. Que veulent les citoyens aujourd'hui écolos et de gauche? Ils veulent un ou une candidate unique. Il y a plein de gens de qualité qui peuvent l'être, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Faisons et préparons cette équipe de France d'abord, que tous les gens apprennent à travailler, qu'on travaille sur le projet, qu'on regarde ce qui les 90% qui nous rassemblent, et on construit tranquillement cette belle offre politique pour les rapidement, Mathieu Orphelin, la gestion de l'épidémie du Covid. Vous allez débattre prochainement à l'Assemblée nationale d'un projet de loi qui doit prolonger de 6 mois jusqu'à avril 2021 la possibilité de restreindre les déplacements, les rassemblements, etc. Vous y êtes favorable ? Il faut regarder dans le détail. Moi, aujourd'hui, on a des vrais sujets. Ça fait une semaine que le taux de contamination est supérieur à 1,5. C'est-à-dire qu'une personne en France du Covid en contamine 1,5. Donc, ce n'était pas du tout le cas ces dernières semaines. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre, à analyser tout ça. Parce que pourtant, les gens mettent bien le masque, parce qu'il y a tout un tas de précautions. Et la stratégie des tests est bonne ou pas ? Olivier Véran doit s'expliquer aujourd'hui. On voit qu'il y a un sujet. On a privilégié peut-être le nombre de tests. Mais aujourd'hui, ce nombre de tests fait que les laboratoires sont submergés, travaillent jour et nuit, dans des conditions d'ailleurs qui pour certains des laborantins sont difficiles. Mais ça fait que les tests, ils arrivent souvent très tardivement. Bon, il y a des territoires, nous en Anjou, ça se passe bien, on a les résultats en deux jours et demi, mais il y a d'autres régions ou d'autres tests où c'est 8 jours, et là c'est plus compliqué. Donc ça mérite à chacun d'être humble, parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais là, de toute évidence, il va falloir qu'il y ait des évolutions. Moi, je pense notamment localement, il faut qu'on ait des stratégies peut-être plus adaptées aux différents territoires. Question avec Cécile de Ménibus. Oui, Cécile. Vous souhaitez ramener le droit de vote de 18 à 16 ans. C'est une proposition de loi que vous allez porter. Certains estiment que c'est un public finalement crédule et malléable. Et est-ce que ce sera suivi d'une responsabilité de leurs actes justement sur les délits commis sur l'environnement, par exemple ? Alors, passer le droit de vote de 18 à 16 ans, c'est notre proposition, effectivement. Ça amènerait 1 400 000 jeunes à voter, en plus, aux élections. Et les pays où ça a été mis... Mais, attendez, justement, les pays... les jeunes, aujourd'hui, ils ne votent pas. Mais moi, on n'a pas envie d'en rester là. On veut tout tenter pour réconcilier la jeunesse avec la démocratie. Les pays qui ont mis en œuvre récemment le vote à 16 ans, je pense à l'Écosse, par exemple, sur son référendum, ou à l'Autriche sur ses élections de tout type, eh bien là, ça a permis effectivement que dans cette tranche d'âge-là, on soit avec une participation importante. Et une responsabilité ou pas ? Oui, responsabilité, mais pas. C'est pas. C'est-à-dire qu'on vote, mais on n'est pas responsable de ces délits en cas de problème. On peut déjà être à 16 ans responsable de certains délits, mais la question aujourd'hui, c'est pas de pouvoir punir plus facilement ou moins facilement quelques centaines de jeunes. La question, c'est aujourd'hui comment on arrive à amener ces jeunes dans la démocratie, dans ce bel acte citoyen qu'est le fait de voter. Et puis, c'est des gens. Vous savez, quand je discute beaucoup avec des 16-18 ans, ils ont une vision des problématiques sur la lutte contre les discriminations, sur l'égalité homme-femme, sur le climat, etc. Il faut arrêter de sous-estimer les jeunes. Ils ont une lucidité
des problèmes et des solutions qui est tout à fait équivalente à celle des adultes. Et tant mieux. Donc, faut arrêter. Je pense que un certain nombre de boomers aussi, on voit sur les réactions de notre pétition qui nous disent les jeunes n'ont rien compris. Attendez, ça c'est un peu... Ouais. Les jeunes, ils sont informés, ils discutent de tous ces sujets-là. Je crois qu'ils faisons confiance à notre jeunesse. Merci Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.